Ici, on se trouve dans l'entrée du musée maritime de Charlevoix. Donc, c'est le premier contact qu'on offre aux gens qui viennent visiter l'installation. Et c'est ni plus ni moins pour se permettre de plonger dans le bain du cabotage sur le Saint-Laurent. Ah, c'est un musée spécial, je vous dirais, parce qu'il y a des expositions à l'intérieur, mais on a la possibilité de vivre et d'aller voir les bateaux, donc de vraiment être sûr à l'extérieur, de vraiment vivre, de voir les bateaux, de toucher. Le maritime dans Charlevoix, c'est extrêmement important parce que Charlevoix vivait du maritime. 80 de la population naviguait, bâtissait des bateaux. L'hiver, ils coupaient du bois pour mettre sur les bateaux, pour les envoyer porter dans les moulins. Donc, la population, en général, vivait du maritime. Il faut comprendre que le musée maritime rend hommage non seulement aux navigateurs, mais également aux constructeurs de ce type de bateaux très précis que sont les goélettes du Saint-Laurent. Sur le site même du musée, il s'est construit 127 goélettes à partir du 18e, là, fin du 18e. Alors, ça veut dire que presque à chaque année, il y avait un bateau en construction. Donc, les gens de Saint-Joseph-de-la-Rive travaillaient à la construction, à couper le bois d'abord la première année. La deuxième année, ils commençaient le bateau. Puis la troisième année, ils complétaient le bateau pour pouvoir le faire naviguer. À chaque village, vous aviez donc une population qui dépendait. À l'époque, il n'y avait pas véritablement une route praticable, donc il dépendait du trafic maritime pour aller porter les légumes, porter les vivres et ramener les effets personnels qui étaient requis entre Québec et les différents ports. Donc, Petite-Rivière-Saint-François, Baie-Saint-Paul, l'île aux Coudes, ici les éboulements Saint-Joseph-de-la-Rive, Saint-Irénée, Saint-Siméon, c'était des endroits où on avait donc des familles de navigateurs et qui construisaient chacun un bateau qui avait une espérance de vie d'environ une vingtaine d'années. Alors, il y avait 150 à 200 goélettes sur le Saint-Laurent. Alors, presque chaque village, il y avait une, deux, trois goélettes. Le fleuve est très difficile, surtout l'automne, donc les tempêtes. Le bateau travaillait, les toupes se défaisaient, puis là, on commençait à avoir des voies d'eau. Les bateaux, malheureusement, étaient toujours sujets à des réparations. Et on les sortait de l'eau l'hiver, bien sûr, pour faire ces réparations, parce qu'un bateau de bois ne naviguait pas l'hiver dans la glace. À certains endroits, dans certains villages, on construisait un bateau par hiver et c'est tout. Il n'y avait pas de chantier proprement dit organisé. Saint-Joseph-de-la-Rive, à cause des marées et surtout à cause de certaines avaries subies par les goélettes qui étaient placées sur la plage le temps d'un hiver, bien, on s'est dit qu'il faut contrer ces problèmes d'avaries causés par la nature et en même temps, on veut se faciliter la tâche pour réparer les bateaux. Alors, le chantier a été créé en 1944. Oui. Dû à une tempête qu'il y avait eu au début décembre, et comme il n'y avait pas fait froid, il n'y avait pas de glace, à ce moment-là, les bateaux hivernaient sur le bord du fleuve. Donc, la tempête, les vagues, tout ça, ça s'est rendu jusqu'au bateau, puis ça a brisé les 7 ou 8 bateaux qui étaient en hivernement sur le bord de la plage. C'est à ce moment-là que mon père a réuni les gens du village et a suggéré qu'on bâtisse un chantier maritime pour les bateaux du village. Et il y a 20 personnes qui ont décidé de mettre chacun 1 000 $, puis qui ont commencé, en 1945, ils ont commencé le chantier, puis en 1946, ils ont pu l'ouvrir pour une quinzaine de bateaux. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'en montrant les goélettes, on peut montrer en même temps l'évolution. La technologie n'était pas à l'ère d'Internet, c'était beaucoup plus lent, mais il y avait quand même une évolution dans les bateaux, les moteurs diesel, les moteurs plus forts, et on insistait beaucoup pour avoir des formes qui permettaient d'embarquer le maximum de cargaison. Le maritime à Saint-Joseph-de-la-Rive, il n'y avait que ça. Il y avait deux cultivateurs
Puis ces cultivateurs-là, ils travaillaient au chantier. Puis l'hiver, ils travaillaient dans le bois pour couper du bois pour pouvoir bâtir des bateaux. Alors, c'était tout le village qui vivait, qui dépendait du chantier maritime du temps. À tous les midis, il y avait un criard. Ça criait dans le village. Alors, tout le village entendait le son du criard du chantier. Et même M. le curé était actionnaire du chantier maritime. La Saint-André est un bel exemple de transporteur varié. Elle transportait autant du bois que de la dynamite. Elle allait chercher ses cargaisons de dynamite sur la rivière Richelieu pour les ports commerciaux comme Sept-Îles, Bécomo, où on faisait beaucoup de construction. Les barrages nécessitaient de la dynamite. Transportait du fer aussi pour les constructions des lignes de haute tension. Donc, on était dans un Québec où il y avait beaucoup d'agitation dans les années 50, 60. Et paradoxalement, c'était la fin de l'ère des goélettes qui se dessinait. Notre mission, c'est interpréter, mettre en valeur les goélettes en bois qui ont fait du cabotage sur le fleuve Saint-Laurent. Près de 13 millions de dollars ont été investis là, dans les dernières années au Musée maritime de Charlevoix. On parle de mise à l'abri de nos 3 goélettes sur le site. C'est qu'un jour, il est arrivé un monsieur qui était ministre à Ottawa. Alors, il nous a offert une subvention intéressante. Ce qui nous a permis d'en engager le meilleur menuisier ou constructeur de bateaux, M. Mayou de l'île aux Coudes. Et ça nous a permis de refaire le chantier maritime. On a refait le chantier. On a refait les traîneaux pour aller chercher les bateaux au quai. On a refait le quai. On a refait toutes les lisses pour pouvoir les rouler chaque côté du traîneau. Si on n'avait pas eu lui, on aurait eu des problèmes. C'est M. Bouchard qui est devenu premier ministre du Québec. C'est lui qui nous avait aidés à nous permettre d'engager M. Mayou, qui connaissait ça. En fait que c'est lui qui nous a aidés à refaire vraiment le musée. On a été aussi assez chanceux avec les compagnies maritimes qui nous ont beaucoup aidés. Parce que pour construire un musée comme ça, là, ça coûtait des sous. Mais les compagnies maritimes ont été très généreuses et on a réussi à rebâtir le chantier maritime. Enfant, on n'entendait parler que de bateaux. Et quand il passait au large, il saluait la maison. À chaque bateau qui passait, les bateaux locaux, saluait en passant, 3 coups de criard pour dire bonjour en passant. Au Québec, les goélettes ont permis de développer le Québec, donc de Trois-Rivières jusque sur la Côte-Nord. Donc, ça a été un apport très important. Nous, on est devant le fleuve au quotidien, donc on le voit aussi qu'il y a quand même une affluence importante. On n'en est peut-être pas conscient à tous les jours au quotidien, mais il y a quand même une grande partie de l'économie de notre pays, de notre région, qui est sur le fleuve, donc qui voyage sur le fleuve. Donc l'industrie maritime, c'est une industrie qui est très vaste. On passe de la muséologie jusqu'aux grands transporteurs, jusqu'aux grands navigateurs, aux grands armateurs. Donc oui, c'est une industrie qui est très importante. À peu près 75 à 80 des gens qui vivent au Québec dépendent du fleuve Saint-Laurent et du maritime. Jusqu'en 1955, on ne pouvait pas aller à Sept-Îles avec un camion. Il n'y avait pas de pont sur la rivière Berzimis. Il n'y avait pas de camion. C'était que des goélettes qui faisaient, des 2 côtés du fleuve, qui faisaient le transport des passagers et du cargo général en descendant pour les villages, puis du chargement de bois pour retour vers Montréal au Québec.
la motorisation, ça a commencé dans les années 20-30. Avant, donc, c'était vraiment des navigateurs qui faisaient le trajet entre leur village, qui était leur port d'attache, et habituellement Québec. Donc, on allait chercher et ramener des denrées, des marchandises, des bois de construction, tout ce qu'un village a besoin. Lorsque les bateaux ont commencé à grossir, à devenir motorisés, donc c'était des goélettes qui allaient beaucoup plus loin et qui avaient une meilleure capacité pour affronter la mer. Donc, vous aviez des goélettes qui allaient aussi loin que Saint-Pierre-et-Miquelon, Terre-Neuve, Cap-Breton, mais surtout la Côte-Nord et la côte de la Gaspésie. Donc, c'était des voyages. Et le fait que vos bateaux étaient maintenant motorisés et non plus à voile, vous pouviez tenir un horaire fixe et transporter régulièrement ce que vous aviez besoin. On a près de 22 000 visiteurs la dernière saison, donc c'est une année record. On est bien fiers de tout ça. Beaucoup de touristes, bien sûr. Hein? Une grande majorité sont touristiques, locales. Beaucoup de Québécois et des Européens aussi, beaucoup la France, Ontario. Donc, on a une clientèle qui est familiale. Les gens aiment venir ici, passer la journée. Je dirais que la famille comme telle a investi aux alentours de 7-8 millions dans le chantier, plus les autres familles alentours. Donc, le musée, à date, là, c'est un investissement de peut-être 20-25 millions. On est habitué dans les architectes, les bâtiments, c'est des plans papier. Mais le maître charpentier, lui, fonctionnait avec vraiment un demi-plan et avec le capitaine, il sablait la forme du bateau à construire. Donc, une fois que c'était bien sablé, c'était à la satisfaction des deux personnes, le maître charpentier repartait et il refaisait les courbes, il défaisait le bateau. Donc, on voit des petites planchettes, une par-dessus l'autre, et c'est à l'échelle. Donc, les pièces de bois entraient dans une direction et ressortaient de la scierie coupée selon les dimensions dont on avait besoin. Comme par exemple, un bordé faisait à peu près 6 pouces par 3 pouces d'épaisseur. Si c'était un bordé de pont, il était un peu plus épais parce que le pont devait recevoir des poids assez lourds. Et à ce moment-là, tout était fait ici. Pour les goélettes, il y avait 2 types d'essence, des bois durs et des bois mous. Les bois durs, le chêne, mais il était devenu de plus en plus rare. Donc, on utilisait aussi le merisier et les érables pour les parties, surtout pour le fond du bateau. On avait également des essences un peu plus molles comme l'épinette, le cèdre, mais des essences qui résistaient à l'eau. Il pouvait y avoir une dizaine d'hommes. Habituellement, c'était des journaliers. C'était souvent aussi des marins qui étaient pour opérer la goélette en question. Et à ce moment-là, tout le monde mettait la main à la tâche. En fait, il n'y avait que le curé et puis la maîtresse d'école qui ne venait pas travailler comme tel. Tous les autres mettaient la main à la pâte. Les goélettes qui venaient pour la sortie de l'eau devaient arriver avec la marée haute, s'attachaient le long du quai temporaire. Et à ce moment-là, le treuilliste descendait le traîneau de halage, le berre de halage, et on allait chercher la goélette, on la remontait, et une fois qu'elle était rendue à la position, à ce moment-là, par un jeu de poulies, on pouvait utiliser toujours le même treuil pour faire rouler latéralement la goélette dans un sens ou dans l'autre. Les goélettes pour lesquelles on présumait qu'il y aurait des travaux de longue durée étaient déplacées le plus loin. La dernière rentrée était la première à être mise à l'eau au printemps. Ouais, lui, c'est mon père. Il était marin, ton père? Et ça, c'est mon grand-père. Oui, marin de père en fils. Roger, fils de Joseph. Mon père a été un marin moderne de l'époque avec une goélette qui a remplacé par un caboteur en acier. Il a eu un bateau plus gros. Il a vécu les crises qui ont affecté la plupart des armateurs canadiens sur le fleuve principalement. Et puis, moi, je n'ai pas suivi tout à fait sa voie. J'ai été à la garde côtière, donc je suis devenu marin aussi, mais dans une autre porte qui s'est ouverte alors que les portes habituelles se refermaient, faute de contrat, faute de travail.
La Jean-Yvan, ça a été l'avant-dernière goélette construite à Petite-Rivière-Saint-François. C'est une goélette qui a servi pour approvisionner entre Sept-Îles et Montréal, de la dynamite, entre autres, du bois de pulpe. Et mon père a engagé au niveau de la cuisine des femmes. Donc, beaucoup de femmes aimaient travailler. C'était un travail qui était spécial, puis elles se sentaient beaucoup plus revalorisées que de rester à la maison à garder les plus jeunes. Elles commençaient vraiment à faire leur travail à la fin avril jusqu'au mois de fin octobre, début novembre. Les plus petites sortaient. C'était vraiment selon la météo, selon les conditions de glace. La glace, normalement, ne prenait pas avant mi-décembre, mais parfois, il y avait des hivers précoces. De grands projets devront être mis en place pour faire la réfection et la restauration de nos goélettes. On n'aura pas le choix. Elles ont été mises à l'abri, comme je disais tout à l'heure. Elles sont en cale sèche. Elles respirent bien, elles sèchent bien pour l'instant. Mais le gros défi pour les prochaines années sera de les restaurer, de leur redonner leur intégrité. Je suis quand même content, et, pour ne pas dire heureux, de voir qu'on a pu préserver le chantier, l'ancien chantier, pratiquement inchangé, et de pouvoir continuer à voir et à fournir ces pièces, ces parcelles d'histoire à la population qui, à part de voir un bateau naviguer, le traversier de Québec-Lévis ou un navire de croisière, bien, ne savait pas que c'était une partie intégrante de la vie d'un village et de quelques villages ici et là sur le long de la côte. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a une certaine importance, mais éventuellement, ça va avoir plus d'importance parce qu'on va savoir plus l'histoire. Les jeunes vont peut-être apprendre à être intéressés à ce qui s'est passé. Nous autres, on le sait, mais eux ne savent pas que l'importance des goélettes du temps, c'était vital. De pouvoir conserver, d'aller fouiller dans les archives, comme je le fais, comme d'autres le font aussi, bien, c'est important de perpétuer cette mémoire-là.